Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation qui s'intitule Empreinte digitale, impact environnementaux du numérique. Je m'appelle Annie Turbide, je suis présentement au Québec, plus spécifiquement dans la ville de Québec, et je suis accompagnée de ma collègue Marjorie. Euh, Nous sommes des conseillères pédagogiques. Pour ma part, j'ai enseigné un cours qui s'appelle Éthique et culture religieuse au Québec pendant plus de 15 ans, ici dans la région, là, et ce sont des études secondaires. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 années au ministère de l'Éducation et puis j'entame ma 4e année là, au Service national du récit. On prendra peut-être 2 secondes pour vous parler là, de cet organisme pour lequel on travaille. Oui, alors bonjour tout le monde, Marjorie Paradis. Je suis aussi Québec-Ville, donc physiquement dans la ville de Québec, conseillère pédagogique. J'ai le même chapeau qu'Annie, en fait, là, au service du développement de la personne dans le réseau du récit. Donc, on a plusieurs chapeaux, mais entre autres celui donc, qui est un mandat relatif à la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, on aide les établissements, les centres de services scolaires à mettre en place des activités, même des politiques parfois qui vont justement aller dans ce sens-là. Puis la formation qu'on vous présente aujourd'hui, Empreinte digitale, bien, elle s'inscrit vraiment dans cet esprit de citoyenneté à l'ère du numérique. Puis oui, on peut prendre effectivement peut-être, disons, 30 secondes pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le récit, qui est un réseau, hein, je vous passe la signification des lettres, mais en gros, c'est un réseau de conseillers puis de conseillères pédagogiques qui sont vraiment placés à travers le Québec, donc dans toutes les régions du Québec. Il y a différents ordres, si on veut, de conseillers pédagogiques. Il y en a qui vont vraiment agir de façon très proximale avec dans les centres de services scolaires. Donc, ils vont aider les enseignants, les enseignantes vraiment de façon très concrète, très proche. Et il y en a qui, comme nous, vont avoir un mandat un peu plus large, lié à une discipline ou encore un mandat plus spécifique. Donc, je vous parlais du mandat relatif à la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est notre cas. On a un mandat disciplinaire aussi qui est en lien avec un cours qui s'appelle Éthique et culture religieuse, pour ceux qui connaissent, qui est aussi en remodelage actuellement. Donc, le nom va changer. Donc, voilà. Puis, au récit, dans le fond, on accompagne le réseau scolaire pour l'intégration du numérique ou des technologies numériques au service de l'apprentissage. Donc, que ça passe par des activités ou des outils, des technologies qui vont être utiles pour la réalisation de certaines tâches. Donc voilà, en gros c'est pas mal ça. Puis Jérôme nous disait qu'il connaissait bien le réseau déjà, donc tant mieux si vous allez fouiller dans nos ressources, là, on est assez accessible là, si vous faites une petite recherche là, sur vos navigateurs. Alors, on commence en vous posant d'emblée une première question, hein. On voit que cette semaine thématique est quand même au cœur de ce qu'on va vous présenter. Donc, l'Université d'été se met au vert. Donc, on a une réflexion à avoir, hein, parce qu'on entend parler beaucoup de ces enjeux environnementaux, oui, en lien avec le numérique, mais aussi en lien avec plein d'autres euh, domaines et industries. Donc, on voudrait vous demander d'emblée, quelle est votre première réaction lorsqu'il est question d'empreinte environnementale du numérique? Puis on y reviendra, hein, parce que elle va créer cette empreinte ou ce domaine finalement de réflexion, va créer certains enjeux et certaines zones d'ambivalence, hein, dans notre jugement. Donc, est-ce que ben, c'est pas vrai, c'est l'ordre mondial qui contrôle le message? Est-ce que je sais, puis je suis tannée d'en entendre parler? Est-ce que, hein, empreinte quoi? Est-ce que moi, je suis zéro déchet? La pollution, c'est clairement les autres. Est-ce que j'ai confiance? On est super créatif, on va trouver la solution et puis le monde va couler avec ou sans le numérique. J'imagine bien qu'il y a d'autres réponses que ces six-là qui vous viennent en tête. Vous avez compris que ça se veut un peu humoristique, donc n'hésitez pas si vous avez envie de dire « Hein, empreinte quoi? » Le monde va couler avec tout ça. Donc, voilà, on vous invite, j'ai affiché les réponses au tableau. On vous invite à, n'oubliez pas de peser sur le petit bouton valider une fois que vous avez choisi votre réponse. Donc, on voit que 4 personnes ont répondu sur 13 personnes qui sont inscrites. On va quand même prendre le temps là, de tâter le pouls de votre émotif ce matin en commençant. Ben, ce matin. Oui, je vais utiliser le mot matin puisqu'ici, c'est le matin. Alors, voilà. Donc, j'ai confiance, on est super créatif, on va trouver une solution et puis ça ne va pas changer grand-chose avec ou sans le numérique, hein. On a déjà dépassé
certains indicateurs que les scientifiques mettent de l'avant, là. Donc, ce ne sont pas des surprises. Ah, on est à 50-50. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas comment participer dans WooClap ou qui auraient besoin d'indications supplémentaires? N'hésitez pas à le demander là, dans le clavardage. On va pouvoir vous guider avec ça. Donc, voilà, je me permets de continuer puisque le temps file. Puis je vous invite à réfléchir à votre posture par rapport à ce sujet-là, si vous n'étiez pas capable de mettre une réponse actuellement. Donc, deuxième défi, on vous demanderait par une petite recherche d'aller chercher le bilan carbone de l'appareil que vous avez en main ou que vous avez devant vous sur votre bureau. Je vous demanderais de partager votre réponse en kilogrammes et, s'il vous plaît, de mettre l'appareil que vous avez en main. Donc, par exemple, si je fais une recherche, si vous ne savez pas comment faire pour le trouver, je vous mets dans le clavardage une expression que vous pourrez copier-coller et utiliser pour votre recherche. Donc, on va y aller avec Product Carbon Footprint. Et ensuite, on va mettre le nom de l'appareil. Donc, moi, j'ai un MacBook Pro 15 pouces 2018. Donc, je vais mettre Product Carbon Footprint, MacBook Pro 15 pouces 2018. Et normalement, je devrais arriver à une réponse. Bon, dans le cas de Apple, c'est vraiment un PDF qui présente là, toutes les tenants et les aboutissants au niveau de l'utilisation énergétique de l'appareil, puis de l'utilisation des produits, des minéraux qui ont été utilisés pour le faire. Mais j'imagine que dépendant des compagnies, là, ça va se caractériser autrement. Donc, quand vous avez votre réponse, on vous demanderait de l'inscrire dans WooClap avec le nom de l'appareil pour qu'on puisse comparer. Des réponses qui commencent à apparaître. Donc, un MacBook Pro 2018, 15 pouces, 366 kilogrammes. Pour les autres, est-ce que la consigne ou est-ce que vous arrivez à trouver? Moi, je sais que la première fois, j'ai eu quand même de la difficulté là, de la difficulté. Pas que ce soit difficile, mais à trouver exactement l'information recherchée. C'est un outil, hein, puis Annie, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est un outil quand même intéressant parce que tout modèle confondu, c'est quoi? C'est une obligation, c'est une loi que chacune des compagnies doit fournir ce genre de documentation-là? Est-ce que c'est une obligation de leur part, si je ne me trompe pas? Oui. Je ne suis pas certaine à quel point ils sont obligés de le faire, mais à mon avis, oui. Puis il y a même des lois qui vont. C'est-tu en France, hier, je lisais qu'il y avait une loi qui avait été mise à jour ou un règlement, en fait, qui obligeait les compagnies, les grands fournisseurs, soit Internet ou de téléphone, de fournir dans la facture une indication d'empreinte. Bon, ça a été critiqué là, ouvertement parce que on se posait des questions sur l'uniformité de ces calculs-là, puis sur la validité de ces calculs-là, mais quand même.
Ben, c'est intéressant parce que puis, tu sais, ça fait le lien quand même là, avec les intentions qu'on vous présentera dans quelques instants de pouvoir asseoir nos réflexions sur des données probantes aussi, puis des données, des observables finalement, puis des indicateurs qui sont quand même objectifs. Fait que c'est quand même des petits outils qui peuvent être utiles, puis qui peuvent justement nous donner des leviers quant à nos décisions, nos réflexions. Donc, on voit quelques réponses apparaître à l'écran. On voit qu'on est beaucoup sur le MacBook. On peut comparer le iPhone versus déjà, on a quand même des pistes de comparaison entre un iPhone, par exemple, et un ordinateur portable. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard, justement, sur ce genre de comparatif-là. Donc, Hamid nous dit, pour mon HP écran de 15 pouces, j'ai trouvé 228. Vraiment intéressant. Okay. Si vous me permettez, Hamid, je vais copier-coller ça pour la mettre dans notre tableau. Alors moi, je m'aperçois, c'est le mien qui fait 870 kilos. C'est énorme par rapport au reste. C'est quand même beaucoup. Ouais. Ouais, j'ai bien la fiche. 15 pouces MacBook Pro Retina Display. Et c'est la première page, 870 kilos, total greenhouse gas emission. Je vous demande pardon. Mais ça se peut, hein? Les compagnies, ils sont en perpétuel. Bien, certaines compagnies, vous allez voir à la fin, on va vous donner un référentiel là, pour les comparer entre elles. Mais certaines compagnies sont activement à la recherche de solutions puis de changements. Fait que ça se peut qu'entre 2015 puis 2018, c'est bien ce que j'avais vu, Jérôme, dans ta réponse. Ouais. En même temps, ça fait déjà 2015, pour la vie du numérique, c'est loin. Oui, absolument. Puis ça, la durabilité, ça va faire partie des critères auxquels on va revenir après. Sur lesquels, on va revenir. Tu vois, Jérôme, on t'avait dit de le changer. Non, justement, déjà, il a pas mal consommé, je ne veux pas le changer. C'est clair, ça fait partie des questions. Alors, si vous me permettez, est-ce qu'il y en a, bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit, j'ai aucune idée, j'ai un HP, donc peut-être voir là, si on est capable de modéliser cette recherche-là un peu plus tard, mais l'objectif, dans le fond, c'était de voir la différence entre les différents appareils, mais plus en termes de regroupement, donc d'un téléphone, par exemple, à un appareil un ordinateur en tant que tel, la grande différence entre les deux. Alors, si vous me permettez, je lancerai la prochaine diapositive et on commencerait cette présentation. Donc, les intentions de cette présentation sont doubles. D'une part, il s'agit de comprendre et d'approfondir nos connaissances par rapport aux différents impacts environnementaux qui sont associés au numérique. Fait qu'il va y avoir une partie, donc il va y avoir une partie de la présentation qui va vraiment essayer de répondre à cette intention-là en présentant les grandes lignes, des statistiques et des chiffres sur l'empreinte environnementale du numérique. En deuxième lieu, bien évidemment, comme on est dans le grand monde de la citoyenneté, on va essayer de se donner des leviers pour augmenter notre pouvoir d'action ou des repères pour guider notre réflexion en lien avec notre utilisation du numérique. Donc, ce sont nos deux grandes intentions. Puis, de grandes intentions, tu le nommais, Annie, donc on va parler beaucoup de statistiques, des données, des observables, des indicateurs, donc il va en avoir quand même beaucoup, là, on vous prépare psychologiquement durant la formation. Puis c'est important d'avoir ces indicateurs-là, puis de pouvoir asseoir nos réflexions sur quelque chose qui est justement objectif, sur des données observables, parce que par rapport au numérique, notre jugement, puis sur l'empreinte environnementale du numérique, notre jugement peut quand même être biaisé parfois, puis vous serez peut-être d'accord avec moi, pour différentes raisons. Donc, notre jugement peut être biaisé parce qu'on considère justement que la lutte contre les changements climatiques doit nécessairement passer par un recours plus grand au numérique ou aux technologies. Ça peut être également parce que plus ça va, plus les appareils sont petits, puis les services qu'on utilise, il y a un aspect invisible aussi de ces services-là quand on pense par exemple au cloud, donc au nuage, on a l'impression, on ne le voit pas, on ne le sent pas, donc on n'a pas l'impression que son impact est si grand que ça. Parfois, il y en a peut-être que oui, mais il y en a peut-être qui diminuent un petit peu ou qui remettent en question cet impact réel-là. Or,
on verra que c'est tout le contraire. Puis finalement, il y a comme tout un grand aspect affectif par rapport aux appareils qu'on utilise, puisque tous les équipements numériques tendent à devenir un peu le prolongement de nous-mêmes. Donc, de même penser aux impacts qu'ils ont, puis penser qu'on devra peut-être changer nos habitudes, bien, ça devient quelque chose de potentiellement difficile, voire même parfois douloureux d'y réfléchir. Donc, bon, je ne sais pas pour vous, mais des fois, on préfère se mettre la tête un petit peu dans le sable plutôt que d'être confronté aux réalités. Et donc, les intentions dont Annie vous parlait sont comme en phase avec ça, avec une volonté vraiment d'avoir un regard clairvoyant finalement sur la situation, puis de voir évidemment les leviers dont on dispose. Donc, tout ça, ça passe d'abord par un regard, là, ça va être vraiment le premier jalon, donc par un regard sur l'impact du numérique sur l'environnement, par quoi c'est engendré dans le fond, à quoi est-ce qu'on attribue ce grand impact du numérique sur l'environnement-là? Bien, ça passe par 3 grands axes, si on veut, ou 3 grandes catégories. Donc, d'abord, la consommation énergétique en soi et électrique. Par la suite, la consommation de ressources non renouvelables, comme par exemple les métaux précieux, on va en parler un petit peu plus tard. Puis aussi, tous les volumes de terre, là, tout le volume de terre qui est déplacé et qui est nécessaire à l'extraction de ces matières premières-là qui vont entrer dans les composantes de nos appareils. Donc, tout ça mis ensemble, finalement, fait en sorte que l'impact du numérique sur l'environnement est quand même pas à négliger puis nécessite qu'on s'y penche sérieusement. D'ailleurs, si on va à la prochaine question, donc on vous ramène dans WooClap, c'est le même outil, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter, là, les questions se suivent. On vous demande ici de venir ordonner les industries de la plus polluante à la moins polluante entre l'aviation civile, l'agriculture, le numérique, ou la fameuse industrie de la marionnette. Donc, vous pouvez tout simplement glisser, ou c'est avec des flèches, je vais valider. Oui, en fait, c'est ça. C'est donc les 2 choix du centre, là, vous avez les flèches en haut et en bas. Il s'agit de les déplacer comme ça. Quand vous pensez que vous avez votre réponse, vous cliquez sur « Valider » en bas, le petit bouton vert, et puis ça va apparaître. Je vais d'emblée venir... Ah non, je ne veux pas vous donner les réponses tout de suite. On voit qu'il y a 4 personnes qui ont donné leur réponse. Puis on voit pas, OK, dans le fond, on ne voit pas apparaître, disons, la réponse la plus populaire en premier, ou parce que moi, je suis aussi curieuse. Là, je vois la rapidité avec laquelle vous répondez. Donc, moi, mon hypothèse, j'ai déjà une hypothèse en tête de celle qui aura été mise en premier lieu, mais on n'a pas moyen de le savoir, oui? Non. Non, on ne voit que la réponse que correcte. la réponse. Donc, moi, mon hypothèse, c'était que vous auriez, puis peut-être que vous pourrez valider dans le clavardage. Personnellement, quand j'ai fait l'exercice pour la première fois, j'avais placé sans aucun doute possible l'aviation civile en premier. C'est comme quelque chose qu'on fait de façon de plus en plus complexée que de voyager. Bon, il y a comme un certain tabou. On est de plus en plus conscient finalement de l'impact d'un voyage et du kilométrage en avion, de tous les impacts que ça peut avoir. Donc, moi, personnellement, je l'aurais placé là. Or, ce que vous pouvez voir avec la réponse qu'Annie est en train de vous partager, c'est qu'effectivement, l'aviation civile arrive pas en premier et arrive même pas en deuxième, donc elle est vraiment juste en 3e position. C'est l'agriculture qui est la grande gagnante. C'est un peu paradoxal de dire ça quand même. Donc, on la félicite. Donc, c'est effectivement l'industrie la plus polluante. Donc, tout ce qui a trait là, à la consommation, beaucoup la production de viande aussi, là, on le sait, on est de plus en plus conscient aussi de ça. Et le numérique, bon, pour en venir là, le numérique, l'industrie arrive en 2e position. C'est donc dire que l'industrie des appareils technologiques, bon, dans une large mesure, là, finalement, et de nos usages, est extrêmement polluante. Donc, on ne sait pas laquelle a été mis de l'avant, qui a été mis le plus de l'avant, sauf qu'on sait que si vous regardez en bas, 18% d'entre vous aviez la bonne réponse. Alors, vous avez probablement, la plupart d'entre vous ont donc vécu la même surprise que Marjorie, peut-être. Est-ce que c'était l'aviation civile ou même le numérique? Donc, voilà, tu n'es pas seule, Marjorie. Alors, on va regarder les chiffres et les statistiques. Donc, qu'est-ce que cette empreinte écologique-là sur 2 plans? D'une part, les équipements. Donc, l'empreinte produite par les équipements. Donc, nos téléphones, nos ordinateurs. Je suis désolée, j'habite en ville. Il y a une intervention policière.
OK, Ça oui, va, on merci. n'entend pas tant, ça va. Ah non, OK, phew, excusez. Donc, les centres de données, les objets connectés qui sont de plus en plus nombreux, de l'ampoule au Google Home, à la serrure connectée, donc pour les équipements. D'autre part, on va regarder le poids produit par nos actions. Donc, envoyer un courriel, vous voyez les exemples qui sont là. Donc, tout ce qu'on fait avec le numérique, stocker nos photos, des sites web qui sont plus utilisés, etc. Donc, c'est cette nomenclature-là qu'on vous propose pour les prochaines 15 minutes environ. Donc, commençons par le poids des équipements et par je commence par vous parler de la production. En fait, 85% de la pollution est causée par la phase de production d'un appareil. Pourquoi? Bien, premièrement, on va décortiquer tout ça, mais principalement, ce qu'on doit savoir, c'est que notre appareil physique est responsable de 85% de l'empreinte écologique des appareils électroniques. Alors, Jérôme, quand tu choisis de ne pas changer ton portable 2015 parce que tu dis il fonctionne toujours bien, il me convient, eh bien, tu évites la répétition de ce 85%-là. Merci, Annie. Bon, ceci étant dit, c'est une réflexion à faire. On l'a dit, Marjorie et moi, on n'est pas là pour vous dire quoi penser, surtout pas quoi faire. Mais ça fait partie des statistiques, ça fait partie des faits sur lesquels on doit s'asseoir pour faire ce genre pour prendre ce genre de décision. Je vous amène encore une fois dans un WooClap. Oui, donc tu en parlais, Annie, tu viens de dire que la production d'un appareil, c'est dans une large mesure responsable finalement des traces ou de la pollution générée par le numérique. Et bien, dans toute ce processus de fabrication-là, il y a notamment la présence de métaux. On sait déjà qu'il y en a plusieurs. Alors, ce qu'on vous demande, là, la question qui vous est soumise, c'est la suivante. Combien est-ce qu'il y a de métaux différents qu'on va retrouver dans un téléphone intelligent? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, est-ce que c'est 2 métaux différents? Est-ce que c'est 25? Est-ce que c'est 45? Ou encore, est-ce que c'est plus de 50 métaux précieux qu'on retrouve dans un appareil mobile à travers toutes les composantes, que ce soit le boîtier, que ce soit les circuits imprimés? Donc, il faut penser là, vraiment à la production large de nos appareils. Donc, on voit que déjà 7 personnes ont voté, plusieurs s'en vont vers le plus de 50, donc ce serait une grande quantité de métaux qui serait utilisée. On est déjà à 10, donc je me permets de vous afficher la bonne réponse. 11, peut-être encore 3 secondes, 2, 1, vendu. Et plusieurs avaient la bonne réponse déjà. Hein. Donc, c'est effectivement plus de 50 métaux qu'on retrouve pour la composition d'un appareil. Donc, en tout, là, ça serait plus de 70 matériaux nécessaires quand on compte le plastique, les caoutchoucs, les écrans, etc. Mais si on pense seulement qu'aux métaux, c'est effectivement plus de 50. Donc, que ce soit les métaux non ferreux comme l'aluminium ou le cuivre, les métaux ferreux comme l'acier, le cobalt, le lithium dans les autres matériaux ou encore tout ce qui entre dans la composition des circuits imprimés comme le zinc, l'argent ou le plomb, tout ça, dans le fond, mis ensemble, c'est effectivement une grande quantité de métaux. Donc, tu peux peut-être aller à la prochaine, revenir à la diapositive. Et puis, qui dit présence de métaux dit également extraction. C'est une équation qui est nécessaire. Donc, vous le voyez à l'écran, puis ça, c'est quand même intéressant là, de vraiment prendre une petite seconde pour y réfléchir, que pour obtenir 100 grammes de minerais, donc pour aller chercher les métaux dont on va avoir besoin, donc 100 grammes, on a besoin d'aller extraire 34 kg de roche avec tout ce que ça implique de transport, dans le fond, potentiellement d'exploitation des populations qui vont travailler à ça, l'utilisation de l'eau également qui vont entrer en ligne de compte là, dans les processus d'extraction, toutes les ressources énergétiques qui vont être nécessaires aussi à faire ça. Donc, c'est quand même vraiment pas négligeable là, comme données qu'on vous présente. D'autant plus que ces métaux-là, ils ne se retrouvent pas, évidemment, c'est une évidence, ils ne se retrouvent pas tous au même endroit dans la même région du monde. Donc, selon les régions du monde, il va y avoir des productions qui vont se faire davantage en Asie, en Amérique du Sud, vous le voyez, en Afrique centrale également. Donc, on dit même
que, bon, évidemment, comme les matériaux vont provenir de différentes régions du monde, ben, par corollaire, ils vont devoir voyager beaucoup. On va même jusqu'à dire que pour un appareil ou la production d'un appareil mobile, ben, cet appareil-là va faire comme 4 fois le tour du monde ou de la planète à travers tout son processus de la conception jusqu'à l'extraction, à la fabrication, à l'assemblage qui se fait souvent en Asie du Sud-Est dans la majorité des cas, et jusqu'à la distribution en avion ou en paquebot. Ben, on parle de plusieurs tours de la planète. Donc, c'est certain que c'est quand même, quand on parle de traces ou d'impact énergétique, c'est quand même significatif. Il faut penser également à tous les impacts variés des modes d'exploitation minière, dans le fond, qui vont être associés à ça. On pense entre autres à la pollution, à tout ce qui est déforestation, aux modes d'exploitation qui vont se faire aux dépens des populations locales, à tout ce qui est contamination de l'eau, à l'accès à l'eau potable qui vont même générer des conflits dans certaines régions du monde, comme par exemple en Indonésie. Donc, c'est bien certain que quand on pense à la production et à l'extraction, ben, il faut tenir compte de tout ça là, finalement pour avoir le regard le plus clair possible sur ce qui se passe derrière finalement l'appareil qu'on tient entre les mains. Quelle est la différence entre tous ces appareils, finalement, en termes d'impact? Eh bien, ça va dépendre de principalement 3 composantes. D'abord, son processeur, ensuite son disque dur, mais surtout, la fabrication de l'écran. C'est celle qui demande le plus d'énergie et le plus de métaux rares. Pour donner un exemple, en comparaison, un MacBook, puisque, bon, tout le monde avait l'air d'être... On n'est pas 13 pouces, complexé de le dire. c'est ça, le 13 pouces versus un 16 pouces aurait 44 une émission, un bilan carbone 44 plus faible. Donc, le fait de choisir un plus grand écran ben, a un impact plus grand sur l'environnement, plus encore que toutes les autres composantes du dit appareil. Alors, autre donnée à mettre dans notre boîte à repères. Prochaine donnée titanesque, 350 paquebots de croisière. C'est la quantité, il y a une image qu'on a en tête, là, donc c'est la quantité de déchets, de DEEE, donc de déchets d'équipements électriques et électroniques, dans le fond, qui vont être produits en une année, bien, qui ont été produits en 2019 en une année. Donc, c'est ça notre année référence là, pour le rapport de l'ONU sur lequel on appuie cette donnée-là. Donc, ça représente 53,6 millions de tonnes métriques de déchets électroniques qui ont été produits durant cette année-là. Puis ça, ben, ça a augmenté, hein, évidemment, ça a augmenté en 5 ans de 21 puis on peut penser qu'aujourd'hui, en 2022, bien évidemment, la quantité doit également être plus grande que ça. Mais dans le fond, on attribue ça au fait qu'en moyenne, chaque homme, femme, enfant rejetterait environ 7,3 kg de déchets électroniques à chaque année. Évidemment, sur la planète, c'est pas à géométrie invariable. Au contraire, ça peut être disproportionné selon les régions du monde, mais on a fait une moyenne de ça. Le grand gagnant encore de cet heureux concours, ben, c'est l'Asie qui a généré le plus grand volume de déchets électroniques en 2019 avec ses 24,9 millions de tonnes de déchets. Puis dans ça, ben, il faut quand même mentionner qu'il y a près de la moitié qui est attribuable à la Chine, dans le fond, qui a contribué à ce nombre-là. Puis bon, dans les déchets, il y a plein d'impacts liés à ça, mais entre autres, le rejet de différentes substances qui vont être hautement toxiques, comme par exemple le mercure qui peut venir endommager le cerveau, qui peut avoir des impacts sur la coordination des personnes également, puis sur le réchauffement climatique. Donc, c'est pas peu dire. Encore une petite question de participation. Mais une fois qu'on a dit qu'on produisait évidemment là, des déchets électroniques de façon assez exponentielle, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets-là? Donc, il y a plusieurs initiatives à travers le monde qui sont mises de l'avant pour recycler, réutiliser, etc., les appareils. Donc, ce qu'on vous demande, c'est à votre avis, quel continent, parmi ces 3 continents, on sait qu'il y en a 5, mais ceci étant dit, arrive en tête pour le recyclage de ces déchets d'équipements électriques et électroniques, à votre avis? Est-ce que c'est l'Amérique? Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que c'est l'Europe?
Donc, on a 6 personnes qui ont participé jusqu'à maintenant. 7. On voit que l'Amérique n'est pas très populaire. Pourtant, non. Je sais pas pourquoi, par exemple, je veux dire, pourquoi l'Amérique ne ressort pas Mais tant que ça? pourquoi? Mais non, mais je sais, mais pourquoi? C'est pas, il y aurait une petite introspection là, à faire. Clairement. Petite, voire moyenne. Mhm. Donc, j'y vais avec la réponse. Merci aux 12 personnes qui ont participé. Vous aviez majoritairement raison, hein? Donc, c'est l'Europe qui arrive en tête et on vous donne quelques statistiques plus en rafale. Puis là, ben, c'est sûr que cette présentation-là, on l'avait fait au Sommet du numérique à Montréal. Donc, on voulait mettre de l'avant les initiatives qui étaient faites au Québec. Alors, pour votre information, évidemment, on aurait pu prendre le temps de mettre des statistiques sur chacun des pays dans lesquels vous vous trouvez. Mais bon, sachez qu'au Québec, on recycle 60% des déchets électroniques. Il y a 2 initiatives là, qui sont principalement mises de l'avant. La première s'appelle les serrepuariens.com. Et puis, c'est un réseau de bacs, en fait, qui sont placés un peu partout dans la province et dans lequel on peut aller porter notre matériel électronique. Parce que c'est bien beau de dire je veux recycler mon vieux téléphone, mais maintenant, comment on fait? Bien, ça prend une infrastructure, il faut connaître, il faut savoir comment faire. Donc, les serre-plus-à-rien, ce sont des bacs de recyclage spécifiques aux objets électroniques. Fait que d'une part. D'autre part, il y a un réseau d'écoles au Québec qui s'appelle les CFR, les centres de formation en recyclage. Et donc, ils vont offrir une formation aux étudiants et aux élèves qui proviennent surtout de milieux là, qui ont des difficultés scolaires. Et donc, ça va leur permettre de développer un métier, mais surtout de s'inscrire dans un phénomène qui est plus grand qu'eux, dans le fond, là, de recyclage, puis de comment dire, de faire une action concrète pour l'environnement. Alors, voilà, ça pourrait. C'est 2 façons dont on fait au Québec. Je serais intéressée de savoir quelles sont les initiatives qui sont autour de vous. Ce serait vraiment pertinent de recenser tout ça. Mais en attendant, il y a d'autres chiffres qu'on veut vous présenter. Oui, donc 2 chiffres que je vous présente en rafale parce qu'ils sont vraiment interreliés. Alors, 78 pays sur la planète possèdent une législation ou encore une politique quelconque là, en matière de recyclage. Et 71 de la population mondiale bénéficie, donc vit dans un pays où effectivement il y a une législation, une politique en matière de recyclage. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ces chiffres-là? Bien, d'une part, c'est super, on se réjouit parce que le taux de couverture finalement de la population mondiale de 71 c'est quand même un pourcentage qui est élevé. Et ça, bien, c'est surtout attribuable au fait que des pays qui sont très densément peuplés, comme par exemple la Chine ou l'Inde, vont avoir mis sur pied finalement des législations comme ça. Donc, c'est quand même encourageant de penser au fait que les plus grandes populations au monde, puis tu sais, je pense à l'Inde, entre autres, qui est un des plus grands marchés de déchets électroniques du monde, bien, c'est intéressant au moins de savoir qu'il y a une politique en matière de recyclage. Cela dit, en contrepartie, si on regarde le 78 pays sur les 193 pays sur le globe qui, justement, possèdent une telle législation, ben, on remarque que ce n'est même pas la moitié, finalement, des pays qui, j'oserais dire, on ne veut pas être dans le jugement, mais j'oserais dire qu'ils font leur part en matière de recyclage des déchets électroniques. Donc, il y aurait très clairement place à l'amélioration de ce côté-là. On poursuit. Donc, on a passé ensemble la première section qui était vraiment en lien avec l'appareil. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui est derrière ou devant l'appareil, c'est-à-dire la personne qui l'utilise. Donc, quel est le poids de nos actions? On vous lance d'entrée de jeu une question qui va dans ce sens-là. Donc, lequel des appareils que vous avez devant les yeux consomme le plus d'énergie électrique, donc la consommation électrique, d'électricité par année. Donc, est-ce le téléphone intelligent, est-ce l'ordinateur portable ou encore la tablette? On vous laisse quelques secondes encore pour voter. Alors, déjà une première personne rapide, plusieurs personnes rapides qui ont donné leur vote à l'ordinateur portable. J'aimerais savoir ce qui se passe dans votre tête, pourquoi vous vous dites que c'est l'ordinateur portable aussi rapidement. Il y a le téléphone intelligent qui est comme pas loin derrière.
La tablette tire de l'arrière. La tablette, c'est comme l'Amérique de la question de tantôt. Oui, c'est ça. Si tu veux y aller avec la réponse, Annie, déjà, Ouais. ben, vous avez dans une large mesure, dans le fond, bien identifié que c'était l'ordinateur portable. Puis c'est ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre tête ou l'instinct qui vous a mené vers cette réponse-là, sauf que, en gros, on pourrait dire que plus c'est grand, plus c'est gros, plus ça consomme, plus ça tire du jus en termes d'électricité. Donc, c'est comme une règle qui pourrait s'appliquer de façon presque systématique. D'ailleurs, s'il y avait dans les choix de réponse l'ordinateur de bureau, ben c'est cette option-là qui aurait gagné également. Donc, ça s'applique presque à tous les coups. D'ailleurs, quand on parle de grosseur, puis quand on parle d'importance en termes d'amplitude, ben c'est intéressant aussi de dire ou d'affirmer la donnée, de vous donner la donnée suivante, c'est-à-dire que 50% des émissions de CO2 sont causées par les infrastructures. Donc, qu'on parle des terminaux, des infrastructures qui vont être nécessaires, dans le fond, soit au transfert, donc au voyage des données, ou encore au stockage des données en soi, bien, toutes ces infrastructures-là qui sont extrêmement grandes, extrêmement énergivores, bien, elles vont justement consommer beaucoup et donc avoir un impact plus grand. Ça, à quoi c'est attribuable? Bien, c'est comme une roue qui tourne. Là. Plus les infrastructures sont grandes et performantes, plus nos usages vont être grands et notre dépendance à ces infrastructures-là va augmenter. Ça va générer des besoins consolidés. Dans le fond, on ne veut pas revenir en arrière. Et puis, ces besoins-là, ben, ils vont demander encore des infrastructures toujours plus grandes, toujours plus performantes. Puis, évidemment, ben, les compagnies embarquent là-dedans et vont toujours de l'avant. Donc, l'augmentation là, en termes énergétiques de ces infrastructures-là, c'est environ de 25% par année. Donc, c'est exponentiel. Le besoin en énergie est toujours plus grand. Il faut quand même mentionner, donc ça, c'était le côté un peu plus alarmant, si on veut, mais il faut mentionner que l'être humain est quand même novateur, est quand même créatif quand vient le temps de trouver des solutions. Puis c'est la raison pour laquelle on observe que notamment les grands centres de données vont avoir tendance de plus en plus à aller s'installer dans des régions nordiques, donc sont situées au nord du globe, comme par exemple au Canada, on voit beaucoup de centres de données qui viennent s'installer. Pourquoi? Bien parce que tous les systèmes de refroidissement nécessaires de ces centres de données-là qui, en passant, produisent vraiment beaucoup de chaleur, bien, ça va coûter beaucoup moins cher finalement et puis ça va être beaucoup moins énergivore de les refroidir s'ils sont situés dans des régions nordiques. Et dans un deuxième temps, on voit plein d'initiatives. Encore là, on parle de ce qui se passe au Québec, mais il y en a partout, c'est certain. Donc, on voit plein d'initiatives très créatrices, comme par exemple le fait de réutiliser la chaleur générée par ces centres de données-là pour, par exemple, chauffer une serre pendant tout l'hiver au Québec. Puis en passant, c'est pas n'importe quoi. Là. Ce n'est pas peu dire. Ce n'est pas peu dire, oui, c'est ça, étant donné que nos hivers peuvent être quand même arides. Il y a aussi une autre initiative, c'est un artiste québécois qui a fait l'acquisition d'une église, c'est devenu un genre de pôle culturel, pôle artistique. Et puis lui, dans le fond, il utilise la chaleur des serveurs qui servent au Bitcoin, finalement, pour chauffer cette église-là. Donc, il y a plein d'initiatives comme ça qui font en sorte finalement qu'on revalorise et puis qu'on récupère la chaleur de ces centres de données-là. Donc, c'est alarmant, mais il y a quand même des pistes de solutions. Ensuite, une autre donnée qui est importante, ce sont les données, le voyage finalement de nos données. Donc, on sait quand on place un fichier dans l'info nuagique, que ce soit celui de Microsoft ou celui de Google ou celui de Apple, eh bien, la compagnie nous garantit que Delphine, merci pour l'exemple, c'est génial, on le garde. Bon, c'est ça. Donc, la compagnie nous garantit que ce fichier-là va être disponible tout le temps, partout, via notre téléphone, notre ordinateur portable, notre tablette électronique. Pour ça, pour que cette garantie puisse être rencontrés, ils s'assurent, les compagnies, de faire plusieurs copies de ce document-là. C'est pour ça, entre autres, que dans les paramètres de confidentialité, on nous demande est-ce qu'on peut devenir propriétaire, entre guillemets, là, des différents documents, parce qu'ils vont être amenés à créer des copies. Fait qu'on va en créer une copie sur le continent américain, une sur le continent africain, une en Asie. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui plante quelque part, eh bien, moi, je suis assurée quand même d'avoir accès à ce document-là. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'une donnée numérique parcourt en moyenne 15 000 kilomètres dans sa vie
ce qui est quand même énorme, que ce soit le courriel, parce qu'eux aussi se conservent dans notre boîte de courriel, une vidéo, une requête, etc. Donc, et évidemment, pour parcourir ça, là, on parle d'infrastructures, comme Marjorie le disait tantôt, on parle de câbles sous-marins qui vont permettre à ces données-là de naviguer, de voyager entre les continents. Donc, voilà. Merci Delphine pour le lien. On va regarder ça avec grand intérêt. Prochain fait, une recherche Google. Puis là, je fais OK, je mets pause. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la recherche Google? Ce n'est pas parce qu'on veut faire de la publicité pour ce moteur de recherche-là, mais c'est plutôt parce qu'à lui seul, Google représente 40 de l'empreinte carbone de l'ensemble d'Internet. Puis que, dans le fond, il a fallu que je biffe plein de fois le chiffre de nombre de requêtes par année parce qu'il y en a toujours plus. Donc, on est actuellement à environ 8,5 millions de recherches chaque jour sur Google. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à ce moteur de recherche-là. Donc, une recherche effectuée sur Google viendrait dépenser 7 grammes de CO2 selon une étude scientifique qui a été menée par l'Université Harvard. Donc, 7 grammes de CO2, je ne sais pas à quel point ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Il y a plein d'équivalences. Il y a plein de comparaisons qui ont été émises qui vont de l'utilisation de Google pendant un mois qui équivaut à parcourir 1,6 km en voiture. 2 requêtes sur Google consommeraient autant de carbone qu'une tasse de thé bien chaud. Moi, je l'aime beaucoup cette équivalence-là parce que, dans le fond, pour la mise en marche de la bouilloire électrique ou encore l'utilisation de Google pendant toute une année consommerait autant d'énergie qu'un pays comme, par exemple, le Laos. Donc, c'est des équivalences qui viennent peut-être nous marquer un petit peu plus puis nous parler un petit peu plus. Puis ça, c'est attribuable à quoi? Pourquoi est-ce que ça consomme autant l'utilisation d'un moteur de recherche comme, par exemple, Google? Bien, c'est qu'il est très efficace. Vous avez peut-être remarqué que son efficacité et sa rapidité à nous générer des réponses à nos requêtes est de plus en plus, finalement, pointue, peaufinée également. Donc, qui dit rapidité et efficience dit également consommation très importante d'énergie parce que, justement, on parlait d'infrastructure, le réseau de serveurs nécessaires au traitement de ces requêtes-là et au fait de générer des réponses, ben, ce réseau-là est immense et puis va conséquemment être extrêmement énergivore. Merci. Donc, maintenant, pour nos communications, on sait qu'avec la COVID, là, il y a énormément de données qui ont changé nos modes de communication. Bien, sachez que la BBC a fait cette espèce de tableau là, où on va venir ordonner ou mettre en parallèle les différents modes de communication en fonction de leur empreinte écologique. Donc, la première, vous voyez en bas à gauche, il s'agit de prendre un café avec quelqu'un. C'est ce que la plus faible empreinte écologique. Et on va continuer à monter à partir du SMS, donc via notre réseau vraiment de téléphone. Ensuite, le courriel, Messenger, jusqu'à l'appel vidéo. Donc, évidemment, l'appel vidéo, donc la visioconférence, représente une grande part de ce qui est utilisé là, en termes de communication. Il faut savoir que entre autres, quand on ferme la caméra, puis là, laissez vos caméras ouvertes, on aime tellement ça, vous voir. C'est tellement contradictoire ce que je suis en train de vous dire. Mais en fait, c'est ça. 1 heure de vidéo en streaming émet entre 150 et 1000, dépendant de la plateforme utilisée, grammes de dioxyde de carbone, puis va nécessiter jusqu'à 12 litres d'eau. Donc, l'heure pour laquelle on se parle aujourd'hui. En fermant la caméra pendant les réunions, il a été calculé qu'il y aurait une réduction d'environ 96 % de notre empreinte carbone et d'eau. Donc, voilà, je vous dis ça, zéro complexe. Voilà. C'est une donnée parmi tant d'autres. Alors, voilà. Et sachez que ce qui est intéressant, c'est que se déplacer chez quelqu'un, prendre la voiture, c'est le mode de communication qui a le plus grand impact. Alors, on parle vraiment on s'isole dans le monde du numérique, mais ça prend un comparatif avec le reste du monde ou nos anciennes méthodes de communication. Alors, voilà à mettre en lien là, ici. On va ailleurs. Je vous parle d'intelligence artificielle. Alors, pour
entraîner, et non pour nécessairement utiliser l'intelligence artificielle, mais pour l'entraîner, ce processus-là va produire autant de CO2 que 5 voitures pour toute leur durée de vie. Et là, je parle de leur fabrication jusqu'à la fin, donc au remisage de ces voitures-là. Pourquoi est-ce que c'est aussi énergivore d'entraîner une intelligence artificielle? D'abord, il faut peut-être rappeler qu'une intelligence artificielle va se nourrir de données, donc des données de toutes sortes, que ce soit des données textuelles, de son, ou encore des données biométriques, des points de notre visage. Tout ça, ce sont des données qui vont être finalement qui vont être transférées via notre appareil et qui vont être stockées dans des centres de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces données-là, pour les utiliser, alors on va développer des algorithmes, beaucoup d'algorithmes qui équivalent un peu à des équations, à des calculs, qui vont utiliser ces données-là et puis qui vont finalement générer des réponses de toutes sortes tous les jours qu'on utilise, que ce soit à travers un traducteur automatique, que ce soit à travers un moteur de recherche, voyons en anglais un chatbot, un robot conversationnel. Donc, il y a plein d'applications de l'intelligence artificielle et quand vient le temps de l'entraîner, celle-là, donc c'est là qu'on parle de deep learning ou de machine learning, c'est qu'elle va devenir de plus en plus performante et rapide et juste dans les réponses qu'elle va nous proposer. Et puis, c'est ça qui est extrêmement énergivore, puis qui, justement, là, demande vraiment beaucoup de ressources, là, finalement, en termes d'entraînement, puisque les algorithmes, évidemment, sont de plus en plus complexes aussi. Alors qu'avant, on pouvait utiliser des ordinateurs plutôt classiques, maintenant, ça prend du matériel beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus puissant, finalement, pour pouvoir les entraîner. Mais il faut quand même mentionner qu'une fois qu'elles le sont, entraîner ou exercer, leur usage en tant que tel descend, dans le fond, vraiment beaucoup en termes d'empreinte énergétique. Alors, Jérôme nous a quittés parce qu'il devait ouvrir la prochaine session. Je comprends qu'il nous reste environ 5 minutes. Exact. Donc, on va passer rapidement sur les 2 prochains concepts parce que la présentation, elle vous appartient. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'éco-blanchiment ou sur l'obsolescence programmée, on en a beaucoup entendu parler, là. Obsolescence technique, esthétique ou logicielle, je vous invite à aller naviguer dans cette présentation. On vous donnera le lien à la fin et on passe tout de suite à qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les leviers qui vont nous permettre d'avoir un certain pouvoir sur cette empreinte-là. Oui, on y va d'ailleurs avec ça parce que peut-être que depuis qu'on vous parle tout à l'heure, il y a un certain éco-anxiété là, qui est en train de monter en nous. Ça serait quand même normal. Donc, il y a parfois certaines tendances qui nous ramèneraient au bon vieux crayon, au bon vieux papier. Donc, c'est intéressant de venir comparer, dans le fond, selon certains usages, différents supports. Donc, par exemple, le livre ou encore la liseuse ou la tablette, lequel des deux est le plus énergivore, lequel des deux préconisé. En fait, je vous donne le punch tout de suite. Là, tous les deux ont des impacts. Donc, ça relève vraiment d'une réflexion à propos des usages qu'on en fait et notre utilisation qui vont finalement nous orienter vers un choix ou l'autre. Donc, par exemple, la nature des contenus, est-ce qu'il y a une conservation à long terme nécessaire de ces contenus-là? Quel va être le nombre de lecteurs? Comment est-ce qu'on stocke ce contenu-là? Est-ce que pour le papier, est-ce qu'on va le recycler ou non? Est-ce que l'appareil, on va le recycler ou non? Donc, tous ces critères-là font en sorte, finalement, doivent venir en ligne de compte quand vient le temps de réfléchir au support qui va être privilégié individuellement, mais aussi peut-être dans notre organisation, dans notre institution, etc. Il y a quand même un certain nombre d'analyses du cycle de vie du papier puis du numérique qui sont venues démontrer quand même hors de tout doute que c'est au moment de leur fin de vie que ça va se trouver finalement la réponse. Donc, le papier va ressortir grand gagnant, somme toute, parce qu'en fin de vie, il y a les procédés de recyclage du papier sont peut-être plus au point et sont plus efficaces, dans le fond, que le recyclage des appareils. Maintenant, à choisir entre le livre ou la tablette pour votre petite lecture personnelle, il faut savoir qu'un livre correspond à environ 1 à 7,7 kg de carbone, alors que la tablette correspond à 150 à 250 kg. Donc, je ne vous fais pas le calcul, il y a des gens qui l'ont fait pour nous. Il serait nécessaire de lire plus de 20 livres par année sur une liseuse numérique pour que le support numérique, dans le fond, devienne rentable écologiquement. Ça veut donc dire que si on lit moins que 20 livres par année sur une liseuse, on est aussi bien de rester au papier.
Donc, personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire? On vous propose deux grands principes, hein, d'une part l'hygiène numérique et d'autre part la sobriété. Et puis, les termes veulent dire la même affaire que pour notre vie personnelle. Donc, au niveau de l'hygiène, si je vous fais ça rapidement, ben, c'est tous les petits gestes du quotidien qu'on met en place dans notre utilisation du numérique. Donc, es-tu propre du nuage est la grande question. Donc, est-ce que je choisis d'envoyer des pièces jointes dans un courriel ou je fais plutôt un lien qui va mener vers le document, ce qui est beaucoup moins lourd? Est-ce que je trie mes courriels? Est-ce que je les archive? Quelle est la durée de vie des appareils que j'utilise? Et finalement, est-ce que j'éteins mon appareil? Parce que, mine de rien, quand on le laisse, quand on fait juste fermer le clapet ou l'écran, ben, il continue à générer de l'électricité ou à avoir besoin d'électricité. Tandis que quand on l'éteint, ben, ça donne une pause à tout le monde. Fait que c'est un petit truc là, d'hygiène numérique. On peut utiliser des applications comme CleanFox qui va nous amener à avoir les fichiers les plus lourds, ceux que j'ai le moins utilisés, les applications dont j'ai plus besoin, qui va supprimer les courriels lourds. Il faut penser à se désabonner de certaines listes d'envoi. On peut se donner des défis là, cette semaine. Tout ce que je reçois comme liste d'envoi pour lequel je ne suis plus intéressée, je m'y désabonne. Et c'est une loi. Normalement, ça devrait être simple. Donc, voilà. Oui, la sobriété numérique, maintenant, donc de sa définition, c'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique en venant limiter les usages. Donc, ça passe par comme 3 grandes actions. D'une part, acheter des équipements les moins puissants possibles, les changer, c'est-à-dire le moins souvent possible, comme l'a décidé Jérôme, et réduire finalement les usages énergivores superflus, comme par exemple laisser brancher des chargeurs sans qu'il y ait quelque chose au bout. Là. Donc, ça, c'est énergivore, c'est absolument inutile. Cela dit, la sobriété numérique nous oblige à réfléchir puis parce que ça pose certains enjeux au quotidien, ça pose certains dilemmes au quotidien. Donc, par exemple, est-ce que je me mets sur le réseau ou j'utilise le Wi-Fi? Donc, il va y avoir des questions de performance, de coûts liés à tout ça aussi. Quelle grosseur d'écran je choisis pour mon MacBook Pro, un 13 pouces ou un 15 pouces? Bien là, il va y avoir peut-être des enjeux au niveau de la productivité, de l'efficacité. Est-ce que je répare ou j'achète un nouvel appareil? Bien là, évidemment, il va y avoir des enjeux au niveau du coût, du plaisir relié au changement aussi. Hein? Puis le type d'usage, donc quel usage, un usage plutôt limité ou à volonté que j'en fais. Donc là, on vient mettre en jeu ma liberté d'usage, la facilité d'usage également. Donc tout ça, c'est des questions qui ont des enjeux environnementaux, mais aussi sur parfois notre confort personnel, j'oserais dire. Donc, c'est important de se les poser, ces questions-là. Et puis, évidemment, l'accueil de la sobriété numérique dans sa vie va évidemment être différente pour un Américain moyen qui possède en moyenne 10 périphériques numériques connectés, alors qu'un Indien va posséder en moyenne un seul périphérique connecté. Donc, le concept de sobriété numérique, finalement, va quand même avoir une dimension différente, là, dépendamment de l'endroit où on se trouve sur le globe. Maintenant, professionnellement, en tant que pédagogue ou que travailleur là, du grand domaine de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, d'une part, se questionner sur nos intentions pédagogiques et ensuite sur le choix des appareils comme organisation qu'on va mettre de l'avant pour nos étudiants, pour nos élèves. Intention pédagogique, bien, dans le choix des tâches, d'une part, est-ce que, là, on a mis un exemple, hein, puis le but, encore une fois, c'est pas de dénoncer ces compagnies-là, mais c'est pour dire, est-ce que j'ai vraiment besoin, dans mon activité pédagogique, que chaque élève regarde une vidéo via Edpuzzle ou je pourrais la présenter devant tout le monde en utilisant YouTube? Donc, il y a une seule présentation, mais pour tous. La réponse à ça, elle se trouve dans une série de questions qu'on peut se poser. Donc, est-ce que la tâche va nécessiter un appareil performant que les élèves n'ont peut-être pas nécessairement? Est-ce que ça a besoin des dernières mises à jour? Moi, je me rappelle, je faisais une activité avec les élèves qui étaient avec des Google Cardboard, que c'était de la réalité virtuelle. Puis, j'ai réalisé une fois commencé que mes élèves qui avaient des iPhones en bas de 5, qui n'étaient pas capables de la faire. Donc là, bref, on a trouvé des alternatives, mais donc, est-ce que ça nécessite les dernières mises à jour? Oui, c'est ça, c'est parce que Google Street View, ce n'était pas à jour sur leur appareil. Ensuite, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un appareil par élève ou pour cette tâche-là, ça pourrait être un par équipe ou un pour la classe ou bon, etc. Et surtout, est-ce que mon utilisation est vraiment au service des apprentissages? Donc, dans le choix des tâches que je vais faire avec le numérique. Ensuite, le choix des contenus.
pardon, on peut choisir d'aborder les enjeux du numérique avec nos élèves. Voici 2 exemples d'activités. Une qui s'appelle « Donnez-moi de l'oxygène », qui s'adresse à des élèves plus vieux, là, je dirais 15-17, puis qui va avoir un peu un angle des sciences. C'est des collègues ici là, au Récit qui ont bâti cette activité-là. Puis sinon, il y a un équilibre sain qu'on a pris sur le site web de l'École des réseaux sociaux, qu'on a validé là, en regard de l'approche qu'on voulait mettre en place, d'éduquer au lieu d'interdire. Puis on trouvait que c'était très adéquat là, comme activité. On vous parlait tout à l'heure d'enjeux puis de réflexion nécessaires quant à nos actions. Mais là, ici, vous avez tout est cliquable. Si vous allez sur l'icône de curseur puis vous cliquez, vous allez atteindre différentes pages web qui sont finalement des trucs. C'est vraiment du concret pour vous aider puis vous appuyer dans cette réflexion-là par rapport au choix des appareils, que ce soit sur le plan de la date des fins de mise à jour, de l'indice de réparabilité. Ça, c'est intéressant. C'est une note sur 10 qui indique si le produit est plus ou moins facile à réparer. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça peut guider nos choix quand vient le temps d'acheter. Il y a ensuite les appareils qui sont homologués Energy Star. Donc, vous venez rechercher vraiment un appareil très précis, spécifique. Puis dans le fond, on vous donne une espèce de cote ou d'informations par rapport à leur efficacité énergétique. Puis, il y a finalement le guide Greenpeace qui va venir analyser les 17 leaders mondiaux d'électronique utilisés par le grand public là, pour pallier aux enjeux environnementaux. Donc, ils ont 3 critères, eux, l'utilisation d'énergie, la consommation de ressources, puis l'utilisation de produits chimiques dans la distribution puis la fabrication. Fait que chacune des grandes compagnies comme ça va être analysée, va être scrutée de façon périodique, là, finalement, puis vous pouvez aller garder un œil, disons, vigilant sur ces grandes compagnies-là. Maintenant, une fois que les appareils sont désuets dans les centres, dans les écoles ou les organisations scolaires, ça arrive parce qu'on passe la date des mises à jour, parce que la réparabilité est de plus en plus compliquée. Eh bien, je vous demande pardon. On peut penser à d'autres utilisations, donc de les garder pour soit faire des livres audio pour la bibliothèque, des dictionnaires électroniques. On pourrait même les offrir à la communauté. Donc, de réfléchir comme organisation à une fois que nos appareils seront devenus désuets, comment on peut les réutiliser ou comment on peut les recycler? Ça fait aussi partie de cette réflexion. Oui, Annie vous en parlait tantôt, je ne dirai pas trop dans le détail, là, donc privilégier la voiture ou la visioconférence, donc tu as quand même donné des exemples, des informations là-dessus, mais quand même, là, il y a certaines analyses qui ont essayé de classer justement les logiciels de visioconférence parce que ça fait quand même partie de nos vies là, depuis quelques années. Et donc, tout scénario confondu, c'est-à-dire audio seulement, caméra ouverte ou encore audio et partage d'écran. Donc, tout scénario confondu, c'est vraiment Microsoft Teams qui arrive en premier. Encore là, on ne veut pas faire de la pub, sauf que quand même, les données sont probantes. En deuxième place arrive GoMeeting. En troisième place arrive Google Meet. Nous, personnellement, entre nous, dans notre équipe, on utilise souvent Whereby, mais face à des données comme celle-là qui arrivent en avant-dernière position, c'est certain que ça met beaucoup de choses en perspective et que ça nous amène, nous, en équipe, à réfléchir finalement à ces choix-là. Puis ça nous amène aussi à réfléchir si nous, on vous a dit, on traverse le Québec pour nos formations, est-ce qu'on y va en présence ou on se limite finalement à des visioconférences? Donc, ça fait vraiment partie de nos discussions depuis quelques mois, évidemment. Donc, si vous êtes dans ce moment de l'année ou cette période du plan triennal, quinquennal de votre organisation sur la réflexion d'achat de flotte d'appareils, eh bien, il y a Louis Dérac qui propose cette triple logique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller cliquer sur le lien, là, le nom Louis Dérac, pour aller lire. Mais essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'il devrait y avoir 3 critères qui devraient être placés dans cet ordre-là quand il s'agit de choisir des appareils pour une organisation. Donc, premièrement, la pédagogie. Est-ce que le numérique ou le choix des outils sert vraiment à l'apprentissage? Deuxièmement, le critère écologique, donc parce qu'on ne peut pas négliger notre impact. Et en dernier lieu, puis souvent c'est ce qui arrive en premier, là, ce devrait être le critère économique qui devrait être pris en compte. Donc, sur ce, on ne vous retient pas plus longtemps. On a dépassé notre temps de 7 minutes. On vous avait dit que cette présentation vous appartenait. monurl.ca/empreinte MLF.
et l'URL cours pour lequel vous pourrez retourner dans cette présentation. Vous allez voir, il y a énormément de liens qui sont cliquables tout au long des diapositives. Alors, n'hésitez pas. Et puis, sur ce, on vous souhaite une super belle journée, un bel été, un bon congé, en espérant, Corinne, que vos étudiants seront contents de ce que vous allez leur apporter comme nouvelles. Et puis, voilà, on vous remercie d'avoir été là. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Puis on remercie aussi, on salue les gens qui nous écoutent en rediffusion, en enregistrement. Oui. Merci à Catherine et à Jérôme aussi pour l'invitation. Et à vous. Merci Annie, merci Marjorie et je mets dans le chat le lien pour nous rejoindre dans la prochaine session qui a commencé maintenant et qui s'appelle « Comment susciter, accompagner et valoriser l'engagement éco-citoyen de nos élèves ». Donc, on vous rejoint dans la prochaine salle vidéo qui est en lien dans le chat. Merci beaucoup Marjorie et Annie, à très bientôt. Et je retiens qu'il vaut mieux aller se boire un café ensemble à pied avec un livre papier dans la poche. Voilà. C'est beau, oui. Merci. Merci.